Ce film que vous allez voir vient en complément de deux autres films que j'ai réalisés à l'occasion de l'atelier Villepère, territoire pilote de la transition. Les deux précédents films se centrent pour le premier sur la présentation du référentiel coproduit par les différentes villes participantes et pour le second sur les effets de la participation à l'atelier. Ce troisième film cherche à rendre compte de la mise au travail des questions du modèle économique des opérateurs au regard des enjeux de politique publique à l'échelle des territoires. L'atelier a réuni des élus, des techniciens et des opérateurs économiques de 5 territoires. La ville de Lens, l'agglomération de Lorient, Lyon Métropole, le département du Puy-de-Dôme et le SMICVAL, syndicat de collecte, traitement et prévention des déchets, situé en Gironde. Malheureusement, la tenue à distance de certaines séances ne m'ont pas permis de filmer sur tous les territoires. Manqueront la parole des participants du Puy-de-Dôme et de Lyon Métropole. Lors d'une séance de travail avec Patrice Vudel, référent en charge du pilotage de la saison 3, je l'ai invité à reprendre le déroulé des journées de l'atelier et à m'expliquer les différentes dimensions de travail menées lors de ces journées. J'ai finalement décidé de garder comme fil rouge l'enregistrement de cet échange, qui au départ était un enregistrement personnel mené dans le cadre d'une séance de travail entre nous. En fait, la première journée, on pose la question du modèle économique. Et l'idée, c'est de décrire le modèle économique d'un opérateur. Et en fait, on se rend compte que souvent, on a une vision très partielle du modèle économique. Je ne voudrais pas faire un modèle économique en chambre ici, et entre nous ou entre experts, et évidemment pas associer les citoyens. 1. Quelle valeur le SMICVAL apporte au territoire, et 2. Comment on le monétise, ou comment on en fait une source de revenus. Alors, revenus quel qu'il soit, hein, ça peut être revenus financiers, mais ça peut être autre chose aussi. Il n'y a pas forcément de recettes qu'on va importer de l'extérieur. Par contre, il y a des éléments de référentiel et puis une capacité aussi à dialoguer avec d'autres personnes qui permettent de se construire sa propre compréhension. L'activité, quand on la décrit, c'est quoi? On collecte des déchets. Aujourd'hui, vous êtes organisé pour collecter, valoriser les déchets. Et il y a une partie de déchets qui sont enfouis. Ouais. Mais on enfouit des déchets. Et on sait pertinemment que le prix que l'on paye n'est pas l'équivalent de ce que ça coûte à Veolia. On rentre dans l'idée que ce qui est très important, en fait, c'est la capacité à exprimer la valeur et les différentes dimensions de valeur du modèle qu'on cherche à produire, en fait. D'une façon générale, quand on parle de valeur, on parle souvent de la qualité du service ou de la qualité du produit. Et on a du mal à aller au-delà de ça. Donc là, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut déporter la question de la valeur, de la qualité du bien ou du service vers ce que ça crée pour l'utilisateur. On se rend à Lorient pour aller travailler avec un collectif d'acteurs réunis autour de Lorient Agglomération. On a un porteur de projet qui mène une démarche de livraison de colis en dernier kilomètre à vélo, qui s'appelle Fil à vélo. Fil à vélo, c'est une entreprise de livraison à vélo sur Lorient qui recrute des personnes qui sont en recherche d'emploi et qui rendent des services à tout le territoire, des entreprises, des particuliers, peut-être des collectivités. Dans le développement de Fil à vélo, ce qu'on a pu mettre en exergue, c'est la notion de désenclavement, puisque c'est la recherche première, la fonction première, effectivement, c'est d'aller livrer au plus près des personnes isolées, justement, personnes âgées, mais pas forcément que âgées. Les livreurs n'avaient pas, en fait, que cette fonctionnalité de livreur simple, en fait, mais apportaient également de la chaleur humaine, de la relation humaine. Et en allant même plus loin, c'était de créer, par exemple, des zones des zones de regroupement en fait au sein des villages, des villes, des centres-villes, où du coup l'ensemble des personnes qui seraient livrées pourraient venir chercher en fait leur livraison, qui créerait donc du lien donc au sein justement des villes, recréer de la mixité. Parallèlement, ça faisait également écho sur les livreurs eux-mêmes. Ça a développé leurs compétences métiers également sur de l'aspect plus social, accompagnement. Quand tu regardes Fil à vélo, tu vas dire, en fait, le fait qu'il soit en vélo et pas en camion, il a un bilan carbone qui est moins important. Par rapport à un mode classique,
il y a une externalité positive, c'est-à-dire il y a une réduction de l'impact carbone. Mais tant que ce n'est pas reconnu, ou etc., ça reste un effet d'externalité. Donc il crée en fait un bénéfice par rapport à une livraison, à une comparaison à une livraison en camion. Et à un moment, ça pourrait justifier qu'il y ait des acteurs qui participent au financement du service ou à la promotion du service de livraison à vélo, parce que justement, il y a une réduction du bilan carbone. Il y a des projets qui font du bien à l'environnement, mais qui ne sont peut-être pas rentables dans le modèle économique actuel. Et puis, on a aussi la question de la valeur non monétaire. On produit de la valeur sociétale, de la confiance entre acteurs, et cette valeur-là, on ne sait pas bien l'évaluer, la comptabiliser. Comment collectivement on peut construire des espaces pour l'évaluer avec celles et ceux qui y contribuent. Donc là, on est bien sur l'expression de la valeur. Alors tu vois que c'est aussi la valeur créée, mais parfois ça peut être la valeur détruite. Parce que l'idée, c'est que si je détruis de la valeur, le fait de ne plus la détruire, c'est une autre façon, j'internalise et en fait je crée de la valeur en ne détruisant plus de la valeur. Avec les grumiers, puisque le département du Puy-de-Dôme travaillait autour de la question de l'enjeu des routes. Et en fait, ils se rendent compte qu'aujourd'hui, dans la gestion de la forêt, tu as des grumiers qui viennent chercher des grumes, qui les sortent, qui les emmènent. Et qu'en fait, ils utilisent des camions qui dégradent fortement les routes. Donc là, tu vois bien comment l'activité des grumiers crée une externalité négative, si elle impacte négativement la route. Et donc, si on arrivait à accompagner les grumiers à imaginer une autre façon, d'autres usages de la route qui soient plus respectueux, en fait, là, tu élimines une externalité négative, tu vois. Donc, tu internalises une externalité négative. On va essayer de construire un nouveau modèle où on va essayer de développer une valeur de service et de limiter l'usage, les consommations d'usage. Et pour ce faire, on fait l'hypothèse qu'il faut construire des logiques de solutions intégrées. Donc il faut réussir à trouver les différents acteurs qui vont pouvoir travailler ensemble en complémentarité. Depuis avril 2019, donc là, il y a eu la création de cette fabrique qui en fait regroupe donc service d'éducation à l'environnement, biodiversité et prévention. Donc on a formé juste un seul service. Depuis des années, on bataille la création d'emplois. C'est important. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté quand même, une démarche du syndicat du SMICVAL de développer un vrai travail avec le citoyen. Il y a des enjeux mais qui s'imposent en plus à nous. Il y a une augmentation de la taxe sur l'enfouissement et sur les activités polluantes. C'est-à-dire qu'on va avoir à réduire considérablement nos déchets si on veut ne pas payer trop cher. Donc après, nous on fait ça, mais c'est pour l'administrer. Et en fait, notre porte d'entrée, effectivement, elle s'axe vers le déchet, mais en réalité, en fait, c'est une démarche globale qui est vraiment autour du bien-être, de la résilience, du lien social, de l'alimentation, de la biodiversité, tout ça pour réduire vraiment tous nos impacts vraiment environnementaux, humains, économiques. Ou accompagner les bénéficiaires du réseau de chaleur de Lens à la fois avoir du confort, mais aussi à être actif dans une logique d'économie d'énergie. C'est pas juste fournir l'énergie. Je retiens en fait l'idée qu'on est parti d'un dossier appelé réseau chaleur. Le réseau de chaleur, jusqu'à maintenant, c'était un sujet très technique et qui était géré que dans l'aspect technique. C'était assurer la pérennité du réseau de chaleur, connexion, est-ce que c'est rentable. On est passé donc d'un objet essentiellement technique à un objet qui est devenu très politique. Ce que j'ai compris du côté de la collectivité, c'est que le réseau chaleur, en termes de visée politique, c'est le fait de disposer d'un réseau en circuit court local qui permet de produire de l'énergie en s'appuyant sur les ressources locales, notamment la filière bois. Ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu important, c'est la question de l'accessibilité sociale par un prix modeste, un prix réduit. Donc d'avoir aussi une énergie peu coûteuse comme moyen de lutte contre la précarité énergétique. Je pense aussi, et peut-être aussi ce qu'a amené de manière assez forte Thibault, c'est aussi d'intégrer la question du réseau chaleur dans une réflexion de transition énergétique.
J'ai voulu aider le maire de Lens, l'équipe, puis la ville, à prendre la question des transitions comme une question globale, transition énergétique, transition alimentaire, puis transition écologique. Je me suis dit, je vais mettre les moyens, les ressources de la ville au service des agents, au service des citoyens, au service des élus. C'est l'arrivée de la nouvelle municipalité qui a développé de nouveaux enjeux politiques, et notamment la transition écologique et énergétique, en interne, donc, notamment avec la directrice patrimoine Clémence Jovenot. C'est un réseau qui existe déjà depuis une bonne cinquantaine d'années, qui a toujours été suivi par le service technique, et plus particulièrement ces dernières années par le service patrimoine bâtiment, donc ma direction. Aujourd'hui, à la ville, il n'y a que moi qui maîtrise réellement ce réseau. C'est très technique. La difficulté qui a été rencontrée, c'est qu'il n'y a personne d'autre qui s'intéressait au sujet et que c'est quelque chose de compliqué à développer seul parce qu'il y a un enjeu politique, il y a un enjeu financier. Ces dernières années, on a d'autres contraintes qui sont venues se greffer autour de ce réseau avec des bâtiments qui vont quitter le réseau, type le centre hospitalier, et un impact qui est direct sur la population avec une augmentation du prix de l'énergie. Je travaille au quotidien avec nos équipes techniques en premier lieu, mais surtout aussi avec nos clients qui sont les autorités concédantes, donc à Lens, ici la ville de Lens. Ma principale activité, c'est de redonner vie au réseau une seconde fois, de garantir le fonctionnement, mais aussi derrière la tarification des abonnés, puisque en fait on a un panel d'abonnés qui sont sur ce réseau-là, surtout les administrés qui logent essentiellement dans les quartiers les plus précaires de Lens. Voilà, donc notre objectif aussi, c'est de conduire et de respecter le pacte social du réseau de chauffage urbain, et puis compléter tout ça avec ce qui donne du sens à mon travail, au travail et aux valeurs de Dalkia, qui sont de réaliser la transition énergétique de nos territoires. Il y a l'aspect de la ville, mais il y a aussi moi en tant que jeune papa, jeune administré et jeune citoyen français, de dire que notre pays doit faire sa transition énergétique. Et ça donne du sens à ce que je fais en me levant le matin. La solution intégrée, bien sûr, il y a un rapport à la production d'énergie, parce que pour avoir du confort, il faut de l'énergie. Mais il faut peut-être aussi mettre en place les bons outillages, les bons équipements de chauffage ou de climatisation au regard des besoins, des usages des personnes. Donc là, on voit bien là qu'on construit une petite solution entre vous mettre à disposition les bons équipements, vous fournir de l'énergie, et vous accompagner au bon usage pour habiter chez vous d'une façon qui soit à la fois confortable, mais qui soit aussi qui limite la consommation d'énergie et qui participe de la performance. Comment on va plutôt valoriser des ressources naturelles locales? Le réseau de chaleur, il utilise des ressources naturelles locales, par exemple. L'autre façon de construire un modèle économique sobre, c'est de construire une convergence d'intérêts sur la limitation des moyens et l'augmentation de la valeur. C'est ce qu'on dit, c'est l'effet ciseau de l'économie de la fonctionnalité. Vous m'achetez un ensemble de valeurs, et si on arrive à économiser des moyens, finalement ça nous fait des économies pour tous les deux. Tant que je vous achète des moyens, un nombre de tournées, un nombre de kilowatts d'énergie, un nombre de livraisons, vous avez intérêt à démultiplier le nombre de livraisons, le nombre de kilowatts, le nombre de tournées de ramassage de poubelles, puisque c'est ça que je vous achète. Si je vous achète une valeur, alors on peut essayer d'optimiser les moyens, et là on se partage l'économie qu'on fait. Il y a la sobriété un peu dans le cycle de vie, le type de matière qu'on utilise, etc. Et il y a la sobriété dans la façon dont on construit une convergence d'intérêts à avoir un modèle qui est sobre. On a repéré la valeur, on a repéré les solutions intégrées. Comment on construit un nouveau modèle de revenu? Deux possibilités. La première possibilité, c'est que je suis capable de donner une appréciation monétaire à l'effet d'externalité.
Par exemple, les grumiers dans le Puy-de-Dôme, on va dire, ils dégradent les routes par rapport à un usage commun des voitures, etc. Et je suis capable de repérer le coût annuel d'entretien lié à cette dégradation. Je sais que ça me coûte 100 000 € par an. Et en face, j'ai une externalité négative du grumier, qui ne fait pas exprès, mais qui, à travers son activité, génère une externalité. Est-ce que je peux aller voir le grumier? Est-ce qu'avec le grumier, je peux réfléchir à une évolution de la façon dont lui, il fait circuler les grumes? Alors, il charge moins ses camions, il prend des plus petits camions, je ne sais pas. Et peut-être que le grumier va dire, bah oui, mais par exemple, si je prends des plus petits camions, je vais moins abîmer, mais ça va faire plus de rotation, et moi, ça va me coûter plus cher. En face de ça, on a 100 000 € de dépenses de dégradation. Donc, on pourrait se dire, bah ok, bah alors en ce cas-là, moi, si vous avez un surcoût de 50 000, si moi j'arrive à contribuer pour absorber le surcoût, en fait, vous pouvez changer votre façon de faire, vous abîmez pas les routes, et moi j'économise 50 000, et puis il y a une qualité d'usage des routes qui est bien meilleure, puisqu'elles ne sont pas dégradées, donc les automobilistes, ils ont une meilleure qualité d'usage, tout le monde a une meilleure qualité d'usage. J'ai créé une meilleure qualité d'usage, et j'ai internalisé en internalisant l'externalité négative. C'est-à-dire je l'ai prise en charge dans le modèle économique du grumier. Parce que j'avais une capacité à évaluer l'impact. Alors si je ne sais pas évaluer l'impact monétaire, il faut que je travaille sur une logique de dépenses acceptable. Si, c'est ce qu'on a par exemple avec Fil à vélo et les commerçants du centre-ville. Moi je fais l'hypothèse que tu vas voir les commerçants du centre-ville, tu leur dis écoutez, si on développe la livraison à vélo, ça participe d'un apaisement, d'une qualité d'espace public, d'une qualité d'usage, c'est bénéfique pour votre commerce. Et les gens, soit ils vont avoir un exemple, ils vont te dire ah oui c'est vrai d'ailleurs, Madame Machin m'a dit que, soit ils vont te dire oui sur le principe je suis d'accord, mais maintenant je ne peux pas dire combien ça me rapporte en clientèle. Donc la façon de l'internaliser, c'est de dire quelle contribution vous êtes prêt à apporter. Alors soit une contribution non monétaire, donc par exemple vous êtes prêt à faire la promotion de mon service, soit une contribution monétaire, et alors là on va parler de dépenses acceptables. Et donc là ça renvoie à la valeur que j'accorde à ça. Est-ce que moi j'y accorde beaucoup de valeur ou pas? Mais là on est bien dans une logique subjective. Et au vu de cette valeur, et puis aussi de est-ce que mon commerce y fonctionne, est-ce que j'ai des moyens, etc. Qu'est-ce que je suis prêt à mettre comme dépense pour soutenir? Renforcer le service. Dans le modèle de revenus de Fil à vélo, j'ai aussi des revenus qui sont liés au fait que je travaille à apaiser le centre-ville, à le rendre plus agréable. Et donc je suis plus simplement à me battre sur le prix d'une course, puisque là j'ai aussi la reconnaissance que je crée une autre valeur et j'ai des contributions qui me viennent en contrepartie. Et après il y a une autre dimension, notamment quand on est sur des activités où on veut accompagner des changements de comportement, on est vraiment dans la logique de coproduction des services ou dans la logique où il faut favoriser un engagement des personnes. Et cet engagement des personnes, à un moment, ça va me faire des économies. Mais moi, l'idée, c'est comment j'investis pour soutenir l'engagement des personnes et pour le reconnaître. Alors, par exemple, ça marche, on voit bien l'exemple à travers la prévention des déchets. Si les gens ne sont pas attentifs au tri, à la gestion, à la production des déchets, bon, toi, ça va te coûter énormément d'argent de continuer à ramasser, à gérer la non-qualité du tri, etc. Comment je fais pour que les personnes, elles deviennent responsables et elles participent de la mise en œuvre? Réduisez vos déchets parce que de toute façon, au-delà de l'activité que ça pourrait être polluante, nuisible, c'est un impact financier pour vous. Si les gens trient mieux, si les gens changent leur comportement, ça va me faire des économies. Mais j'ai besoin de les engager dans la dynamique. Les collectivités, elles ne font pas tout toutes seules. Donc elles ont toujours un arbitrage entre ce qui est dans mon périmètre, ce que je fais en direct ou en régie, et puis après ce que je vais déléguer à d'autres ou confier à d'autres. Et donc là, on formalise une commande publique. Un cahier des charges, une réponse à des besoins, et puis après on met en concurrence et on choisit un prestataire, et voilà. Et donc on voit bien que si on essaye de mettre en place une nouvelle façon de penser la valeur qui est créée, la façon dont on va rémunérer cette valeur,
la façon dont on est dans une logique de coproduction, de coopération avec les bénéficiaires. En fait, ça nous invite à changer la façon dont on va exprimer, faire évoluer nos cahiers des charges et la façon dont on va évoluer le travail des prestataires et la façon dont, y compris, on va coopérer avec eux. On n'est plus simplement à se décharger d'un problème sur le prestataire, mais on va essayer de l'accompagner et ensemble, qu'il nous accompagne et que nous, on l'accompagne à prendre en charge un enjeu. Donc comment on construit une coopération entre le prestataire et la collectivité pour tenir les différentes dimensions de valeur de service. Alors, ça nous a amené à réinterroger aujourd'hui les cadres formels, juridiques de la commande publique, commencer à exprimer différemment, à construire différemment le cahier des charges, à trouver des espaces aussi pour nous appuyer sur l'expérience des prestataires ou le retour d'expérience ou l'évaluation des prestations existantes pour repérer finalement ce qui se joue dans la valeur, ce qui se joue dans la performance d'usage. Comment on peut formaliser tout ça? Comment on peut rémunérer tout ça, peut-être dans une forme qui ne soit pas juste j'achète des moyens, mais je favorise une performance et je rémunère cette performance. L'importance d'installer des espaces de retour d'expérience. Donc en fait, on a vu l'organisation réflexive. Et ça, c'est quand même, je pense, un point clé que l'on ne trouve quasiment jamais dans toutes les méthodologies, tous les outils au service d'accompagner les acteurs au service de la transition, etc. Et donc on a besoin d'intégrer dans l'outillage même de la démarche de transition des dispositifs qui vont venir révéler à quoi on est confronté, permettre l'expression de ce à quoi on est confronté, et venir soutenir, construire des réponses et soutenir ceux qui sont confrontés à ça, en fait. Et ça, c'est central quand même. C'est vraiment central. On a reposé cette importance-là, et après, on a réfléchi avec les différents participants quels étaient les espaces qui existaient déjà. Alors, on l'a fait par groupe de pairs. On a regardé du point de vue des élus en quoi les élus doivent aussi soutenir le travail des agents et quel rôle ils ont à jouer dans la mise en place d'une organisation qui vienne soutenir le travail des agents. Sur la question des transitions, on a des nouveaux élus qui sont hyper force de proposition et souvent en fait ils se heurtent et ça crée une frustration incroyable à la fois pour les élus, à la fois pour les services, mais ils se heurtent à des services qui n'ont pas la capacité à l'heure actuelle parce que le temps de travail il est pensé comme ça, l'organisation du temps de travail est pensée comme ça, ils n'ont pas le temps de se poser des questions et d'intégrer des nouvelles propositions qui sont parfois un peu farfelues. C'est non, nous on fait comme ça, on est comme ça et on n'a pas le temps de penser à faire autrement. Dans 5 ans, Lorient Agglomération, c'est une EPCI qui sera, dont les élus auront davantage d'ambition, qui mettront en œuvre qui seront prêts en fait à mettre de la contrainte en œuvre pour aller vers des objectifs de transition. Et surtout, ce sera des services capables d'accompagner les ambitions de ces élus, qui seront en fait dans une réflexion en permanence, grâce au dispositif Villepert et à tout ce que ça aura permis, mais du coup qui seront capables en fait d'interroger, de s'interroger eux-mêmes, d'aller vers d'autres collectivités, rencontrer des pairs, mais aussi sur le territoire d'interroger des bonnes pratiques, etc., de se remettre en question en permanence. Et du coup, dans les agendas, il y aurait des temps prévus pour justement être dans ce questionnement permanent, qu'est-ce qu'on peut faire en fait, et proposer des solutions techniques qui pourraient accompagner les ambitions des élus. À chaque nouveau projet, c'est pas une direction qui travaille son projet, c'est une direction qui partage son projet, qui réfléchit aux objectifs et qui essaie vraiment de les élargir avec tous les acteurs et avec ses pairs sur d'autres territoires. Vraiment, à l'heure actuelle, on travaille vraiment en silo, la mobilité, les déchets, l'énergie. Et vraiment, en fait, quand on partage ces thématiques, on prend en compte les différents objectifs et du coup, on arrive vraiment à construire quelque chose de global. Du point de vue des acteurs économiques, on a discuté de la façon dont les espaces de réflexivité, les retours d'expérience, ça avait une valeur économique parce que ça permet, pour aller vite, de travailler vite et bien ensemble, vite et mieux, ou plus vite et mieux ensemble. Et dans le sous-groupe des agents, on a vu
qu'est-ce qui était mis en place dans les organisations, dans les services publics comme dispositif et qu'est-ce qui pourrait être mis en place. Développer les ressources territoriales pour piloter la transition. C'est-à-dire comment il y a l'enjeu de construire un patrimoine territorial en fait. Pas juste de construire des nouvelles relations, mais comment on vient soutenir une capacité à produire de la connaissance, partager de la connaissance, créer de la confiance, développer des capacités d'action, d'innovation, de créativité à l'échelle d'un territoire, parce que c'est ça l'enjeu, un enjeu d'accumulation finalement. Donc là, on a fait appel à beaucoup d'experts, les commerçants, mais aussi toute l'expertise d'usage de ceux qui viennent acheter, faire leurs courses, se balader dans la ville. Donc les habitants ont été intégrés dès le début de cette co-construction du projet de centre-ville interdit aux voitures, puisque c'est eux qui ont l'expertise d'usage. On a une agence locale de l'énergie qui est sur, je sais plus, je crois que c'est sur le climat et autour de la transition, quoi. Et donc on peut en fait s'appuyer sur ces pratiques-là, ces analyses-là, pour amener d'autres clés de lecture, observer les flux. Alors, grâce au travail d'Optime et puis ce qu'on avait déjà créé avec la boucle innovante énergétique de Lorient Agglomération, on s'est rapproché d'Audelor, l'agence d'urbanisme et de développement économique de l'agglomération, qui avait déjà de nombreux observatoires. Là, on est arrivé avec nos analyses de flux et nos méthodes, notamment retirées de Villepère et d'un autre projet qui s'appelait Coopter, qui nous ont permis de transmettre tout ça à l'agence de développement économique et donc de construire cet observatoire qui est essentiel, puisque sans données, on ne peut pas caractériser ni inciter les autres acteurs à venir dedans. C'était le côté tangible qu'on a réussi à construire avec l'agence d'Urbain et de développement économique. Donc il faut qu'on réfléchisse à nos usages, plus qu'uniquement la pratique du vélo. Donc ça nous intéresse. Et on peut le faire avec des partenaires qui sont déjà en relation avec nous aujourd'hui. Et enfin, peut-être, on n'y arrivera pas sans les élus. Là, il y a déjà aujourd'hui un conseil de développement sur lequel les élus peuvent s'appuyer, mais il n'est pas très légitime, pas très reconnu. Donc on pourrait imaginer un peu, à l'instar de la Convention citoyenne pour le climat, d'avoir un tirage au sort, d'avoir des citoyens en fait, qui réfléchissent sur des programmes beaucoup plus longs, déconnectés en fait, des élections. Et ça pourrait permettre peut-être d'avoir une direction politique franche. Aujourd'hui, c'est peut-être ce qui manque, une direction politique franche, et aussi légitimée par les citoyens. Donc les services ont coopéré déjà. Ils ont pu voir que nous, on était un outil assez souple. En fait, on pouvait co-construire selon différents programmes. Nous, on pouvait très facilement s'adapter. Donc on a appris à travailler ensemble. Nous, on a appris justement à peut-être mieux percevoir les contraintes qu'ils avaient. Notamment les contraintes réglementaires, sur lesquelles nous, parfois on passe très vite dessus. On ne peut pas continuer sur le même modèle que ce qui nous a emmené dans le mur. Donc là, c'est d'inventer d'autres modèles, trouver d'autres systèmes de valeurs. Et c'est des choses auxquelles aussi on avait pu un petit peu, qu'on avait pu palper à travers la boucle énergétique locale. On s'était rendu compte que finalement, en faisant le rapport final, on avait raconté l'histoire. Et c'est là qu'on s'était rendu compte aussi de tout ce que ça avait pu amener. Alors que les indicateurs bruts de résultats, on va dire, de nombre de projets sortis de cette boucle n'étaient peut-être pas spectaculaires. Par contre, tout ce que ça avait permis de mise en réseau, d'interconnaissance, avait été hyper intéressant. Et ça, c'est quand on a fait le rapport, quand on se l'est raconté, quand on s'en est rendu compte. Je pense qu'il va vraiment y avoir un gros travail d'appropriation. Ça va bousculer énormément, effectivement, le fonctionnement actuel, mais en réalité, en fait, c'est que ça va permettre d'avoir un nouveau modèle économique qui va être extrêmement pertinent, en fait, et qui va répondre, j'espère, en tous les cas, à l'attente des citoyens et des élus et de notre propre syndicat.